Ma femme a souri et a dit, j'ai réservé une table pour nous. Une nuit romantique t'attend. Pendant qu'elle faisait chauffer la voiture, j'ai vu un message sur son téléphone qui disait, tout est prêt. Je garantis qu'il y aura un accident. Je suis calmement monté dans la voiture et j'ai pensé, très bien, mon amour. Tu vas regretter ça plus d'une fois. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais passé les 4 dernières années depuis ma retraite de l'entreprise familiale à 60 ans. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose que je ne pouvais pas identifier à ce moment-là, mais que mon instinct a perçu comme une alarme silencieuse. Romantique, ai-je demandé avec une véritable surprise. Cela faisait presque un an que nous n'étions pas sortis seuls, sans excuses, sans dispute préalable, sans cette atmosphère lourde qui s'était installée dans notre maison comme un brouillard toxique. Oui, mon amour. Je veux que nous redevenions nous-mêmes, a-t-elle répondu en caressant mes cheveux gris. Et pendant une seconde, juste une foutue seconde, je l'ai cru. Je voulais la croire. Après 40 ans passés ensemble, après avoir tout construit à partir de zéro, je voulais penser qu'il restait encore quelque chose à sauver. Laisse-moi 10 minutes pour me changer, lui ai-je dit en me levant du fauteuil. Valérie a souri et est sortie dans le garage. Je vais faire chauffer la voiture. Il fait froid dehors. Je suis monté dans notre chambre et j'ai mis une chemise claire, un pantalon sombre et la montre qu'elle m'avait offerte pour notre 30e anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme de 64 ans qui croyait encore aux secondes chances. Qu'est-ce que j'ai été naïf pendant ces 10 minutes. D'une stupidité pleine d'espoir. Je suis redescendu en ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Peut-être voulait-elle vraiment arranger les choses. Peut-être que la thérapie de couple de ces derniers mois avait fonctionné. Peut-être. Puis, je suis entré dans le salon et j'ai vu son téléphone portable sur la table basse. L'écran était allumé. Valérie avait toujours été négligente avec son téléphone, mais ce soir-là, sa négligence m'a sauvé la vie. Je m'en suis approché sans aucune intention d'espionner. L'écran affichait une conversation ouverte, un nom que je ne reconnaissais pas, et puis je l'ai vu. Les mots qui ont tout changé. Tout est prêt. Je garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu la ligne précédente. Es-tu sûr qu'il n'y aura pas de problème? C'était le numéro de Valérie. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 4 décennies de vie. Et la réponse de l'inconnu. Crois-moi, d'ici à ce qu'ils arrivent au restaurant, il n'y aura pas de retour en arrière. L'assurance vie est bien de 370 000 €, n'est-ce pas? Mes mains ont commencé à trembler. L'air est devenu épais, irrespirable. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer à l'extérieur. Elle faisait chauffer la voiture aux freins sabotés, la voiture dans laquelle nous allions prendre la route au virage dangereux jusqu'au restaurant dans les montagnes. Mon cerveau a traité l'information au ralenti et à une vitesse supersonique en même temps. Valérie voulait me tuer. Ma femme avait planifié mon meurtre comme on planifie des vacances. J'ai eu 10 secondes pour ressentir une panique absolue. 10 secondes pour imaginer mon corps fracassé au fond d'un ravin. 10 secondes pour voir ma vie s'achever dans un accident tragique pendant qu'elle empochait l'assurance et partait probablement avec ce foutu complice. 10 longues secondes de pure terreur, et puis, quelque chose en moi s'est éteint, ou s'est allumé. Je n'en suis pas sûr. Mais la peur s'est transformée en quelque chose de froid, de calculé, de mortel. Je me suis assis sur le canapé, les jambes parfaitement croisées. J'ai pris 3 grandes respirations. J'ai remis le téléphone exactement là où il était. Chaque muscle de mon visage s'est détendu pour adopter une expression neutre. J'ai entendu ses pas revenir du garage. Prêt, mon amour? La voiture est déjà chaude, a dit Valérie en entrant avec ce sourire d'actrice de bas étage. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai souri. Prêt, chérie. Profitons de cette nuit romantique. Elle n'a rien remarqué. Elle n'a pas vu la tempête derrière mes yeux calmes. Alors que nous marchions vers la porte, mon esprit avait déjà 3 coups d'avance. J'ai pensé avec une clarté chirurgicale, d'accord, Valérie, on va jouer à ton jeu. On va monter dans cette voiture. On va aller à ce dîner. Mais tu vas te souvenir de cette minute.
tu vas regretter plus d'une fois d'avoir sous-estimé l'homme que tu as épousé. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise en bâtissant une entreprise de zéro, c'est qu'il faut toujours avoir un plan B. Et toi, chère épouse, tu viens d'activer le mien. J'ai ouvert la porte du garage. La voiture nous attendait, le moteur tournant, exhalant de la vapeur dans l'air froid de la nuit. Valérie est montée côté conducteur. Je me suis arrêté une seconde, regardant ce véhicule qui était censé devenir mon cercueil. Et puis, j'ai fait quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. J'ai souri, un vrai sourire calme, presque affectueux. Tu sais quoi, mon amour? J'ai envie de conduire aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. J'ai vu la panique traverser son visage l'espace d'une fraction de seconde. Non, détends-toi. Je vais conduire, a-t-elle répondu trop vite, trop nerveusement. J'insiste, ai-je dit d'une voix ferme mais calme. En plus, comme ça, tu pourras profiter du paysage. Nos regards se sont croisés. À ce moment-là, j'ai su qu'elle se doutait de quelque chose, et elle savait que je savais quelque chose, mais aucun de nous n'a rien dit. Pas encore. Le jeu ne faisait que commencer. Mais avant de vous raconter comment cette nuit s'est terminée, laissez-moi vous ramener dans le passé. Laissez-moi vous montrer comment nous en sommes arrivés à ce moment de trahison absolue. Car personne ne prévoit d'assassiner son mari du jour au lendemain. Il y a un cheminement. Il y a des signes, et moi, comme un idiot, je les ai tous ignorés pendant des années. J'ai rencontré Valérie quand nous avions 24 ans. Elle travaillait comme secrétaire dans une société d'importation. Je venais d'ouvrir mon propre garage mécanique avec un prêt que mon père m'avait accordé. J'étais ambitieux. Je travaillais 16 heures par jour. Mes mains étaient toujours pleines de cambouis et mes yeux pleins de rêves. Valérie était magnifique, avec ce genre de beauté classique qui n'a pas besoin de maquillage excessif. Je suis tombé amoureux de son rire, de la façon dont elle me regardait comme si j'étais capable de conquérir le monde. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre. Ce fut un mariage simple avec 20 invités dans le jardin de mes parents. Elle portait une robe couleur ivoire achetée dans une friperie. Je portais le seul costume que j'avais. Nous étions pauvres, mais heureux, ou du moins je l'étais. Aujourd'hui, en repensant à ces 40 années, je me demande si elle l'a vraiment jamais été. Les premières années ont été dures. Le garage rapportait à peine de quoi manger. Valérie a quitté son emploi pour m'aider avec la comptabilité et le service client. Nous vivions dans un 3 pièces au-dessus du commerce. L'odeur de l'huile de moteur imprégnait nos vêtements, nos meubles, nos vies. Mais j'ai continué à rêver, et petit à petit, le garage a grandi. À 30 ans, j'ai ouvert la 2e succursale. À 35 ans, nous avions 5 garages dans 3 villes différentes. À 40 ans, nous étions la plus grande chaîne de garages mécaniques de la région. Valérie ne travaillait plus directement dans l'entreprise. Nous avions une grande maison, 2 voitures, des vacances annuelles. Elle se consacrait à la décoration de la maison, aux réunions mondaines, aux cours de yoga et aux clubs de lecture. Je continuais à travailler comme si nous étions toujours pauvres, comme si tout pouvait disparaître le lendemain. Nous n'avons jamais eu d'enfants. Pas par décision consciente. Au début, ça ne venait tout simplement pas. Après 10 ans d'essai, Valérie n'a pas voulu suivre de traitement de fertilité. Nous sommes trop vieux pour ça, a-t-elle dit avec une indifférence qui m'a blessé. Je voulais être père. Je rêvais d'enseigner à un fils tout ce que j'avais appris. Mais j'ai accepté sa décision parce que je l'aimais. Parce que je pensais que nous deux, c'était suffisant. À quel point j'avais tort. Sans enfant, sans un but commun au-delà de l'argent, notre relation a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de vide, quelque chose de froid. Mais j'étais tellement occupé à bâtir mon empire que je n'ai pas prêté attention à la façon dont mon mariage s'effondrait. À 58 ans, on m'a diagnostiqué des problèmes cardiaques. Rien de grave, mais assez pour me faire peur. Le médecin a été direct. Mathieu, soit vous réduisez le stress, soit vous préparez votre testament. J'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai vendu 3 des 5 garages. J'ai placé des gérants de confiance dans les 2 restants. Je suis resté propriétaire mais sans responsabilité quotidienne. Et soudain, à 60 ans, je me suis retrouvé à la maison toute la journée. Ce fut le début de la fin. Parce que quand on est occupé, on peut ignorer les problèmes. Mais quand on a du temps,
les problèmes vous hurlent au visage. Et Valérie avait beaucoup de problèmes que j'avais ignorés. Ça a commencé par de petites choses, des commentaires venimeux déguisés en inquiétude. Tu vas encore rester à la maison aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu ennuyeux? Ou quand je proposais une activité ensemble, je ne sais pas, Mathieu, nous n'avons plus grand-chose en commun. J'essayais d'en rire. J'essayais de ne pas y accorder d'importance, mais chaque commentaire était un petit coup de poignard. Ensuite sont venues les disputes à propos de l'argent. Bien que j'ai vendu les garages, nous avions des revenus plus que suffisants. J'avais bien investi. Nous avions des propriétés, des actions, des économies qui nous permettraient de vivre confortablement jusqu'à 100 ans. Mais Valérie en voulait toujours plus. Mes amis partent aux Maldives 2 fois par an, disait-elle. Geneviève vient de rénover toute sa maison. Pourquoi pas nous? Je lui expliquais que nous avions de l'argent, mais qu'il n'était pas infini, que je ne travaillais plus, qu'il fallait être prudent. Et elle me regardait avec un mépris absolu. J'ai travaillé 40 ans à tes côtés, m'a-t-elle crié un soir après que j'ai refusé de lui acheter une nouvelle voiture alors que celle qu'elle avait à peine 2 ans. 40 ans à supporter l'odeur du cambouis, à vivre dans cet appartement horrible, à t'attendre rentrer tard tous les soirs. Et maintenant tu me dis d'être prudente. J'ai essayé de la calmer. Je lui ai rappelé tout ce que nous avions accompli ensemble, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a quitté la maison en claquant la porte. Elle est revenue 3 heures plus tard sans explication. C'était la première fois que je soupçonnais une infidélité, mais je n'avais aucune preuve. Et honnêtement, j'avais peur d'en chercher, car si je trouvais quelque chose, que ferais-je? Divorcer à 62 ans, tout recommencer? L'idée me terrifiait plus que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait ce que font les lâches. J'ai ignoré les signes et j'ai continué. Mais Valérie ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à sortir plus souvent. Je vais au théâtre avec Nadine, disait-elle. Ou, Élise m'a invité à dîner. Elle avait toujours des projets qui ne m'incluaient pas. Et quand je suggérais de l'accompagner, elle inventait des excuses. C'est juste entre amis. Tu vas t'ennuyer. Petit à petit, je suis devenu un étranger dans ma propre maison, dans mon propre mariage. Les mois suivants ont été comme regarder un film d'horreur au ralenti. Je savais que quelque chose de terrible se préparait, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Valérie est devenue une experte en manipulation psychologique. Chaque conversation était un champ de mine. Chacun de mes mots pouvait déclencher une explosion de fureur ou un silence glacial qui durait des jours. J'ai appris à marcher sur des œufs dans ma propre maison, mesurant chaque phrase, évitant les sujets conflictuels. Je suis devenu prisonnier de son instabilité. Un après-midi, j'ai vérifié ses comptes bancaires. C'était toujours moi qui gérais les finances. Mais après ma retraite, j'avais donné à Valérie un accès total. Je lui faisais confiance. Une énorme erreur. J'ai découvert des retraits étranges. 2800 € par-ci, 4600 € par-là, des achats dans des magasins que nous ne fréquentions jamais, des virements vers des comptes que je ne connaissais pas. En 6 mois, elle avait dépensé près de 46 000 € sans me consulter. Je l'ai confrontée ce soir-là, calmement, sans accusation, en lui montrant simplement les relevés bancaires. Valérie, j'ai besoin que tu m'expliques ces dépenses. Elle n'a même pas regardé les papiers. Elle m'a regardé avec ses yeux que j'avais autrefois aimés et qui ne reflétaient plus qu'un mépris glacial. Tu me surveilles maintenant? Je suis ton employé qui doit te rendre des comptes? Sa voix est montée de 3 octaves. Après 40 ans à nettoyer ta maison, à préparer tes repas, à être la parfaite épouse, tu viens te plaindre que je dépense de l'argent, qui est aussi le mien. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une plainte. Je voulais juste comprendre, mais Valérie avait déjà activé son mode victime. Elle a commencé à pleurer. Des larmes parfaitement calculées qui ont coulé exactement au bon moment. Tu ne valorises jamais rien de ce que je fais. Ce n'était jamais assez pour toi. C'était toujours l'entreprise, l'argent, le travail, et maintenant que je veux enfin profiter un peu de la vie, tu m'attaques. Elle a quitté la pièce de manière dramatique, me laissant avec les papiers à la main et un sentiment de culpabilité que je ne méritais pas de ressentir. C'est ainsi que fonctionnait notre jeu, inverser les rôles, transformer mon inquiétude légitime en un défaut de caractère, me faire sentir que j'étais le problème. Et cela a marché pendant des mois. J'ai commencé à me remettre en question.
Peut-être étais-je trop contrôlant. Peut-être qu'après tant d'années concentrées sur le travail, je ne savais pas comment être un bon mari. Peut-être méritait-elle de dépenser cet argent sans explication. Mais les dépenses ne se sont pas arrêtées. C'est devenu pire. Et avec elle, son attitude envers moi est devenue plus hostile. Elle a arrêté de cuisiner. Commande à manger ou cuisine toi-même. Je ne suis pas ta bonne. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a arrêté de me regarder quand je lui parlais. Elle a commencé à me traiter comme si j'étais un vieux meuble qui encombrait la maison. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à disparaître pendant des heures sans donner d'explication. Une nuit, elle est arrivée à 2 heures du matin. J'étais réveillé, inquiet, imaginant des accidents, des hôpitaux, des tragédies. Quand elle est entrée, sentant le parfum de luxe et le vin, elle n'a montré pas la moindre once de remords. « Où étais-tu » ai-je demandé en essayant de rester calme. « Sortie » a-t-elle répondu en enlevant ses chaussures avec une indifférence totale. « Sortie où » J'ai appelé Nadine, Élise. Personne ne savait où tu étais. Valérie s'est tournée vers moi avec un sourire cruel. Exactement, Mathieu. Personne ne le savait et personne n'a à le savoir. Tu n'as plus le droit de m'interroger comme si j'étais une adolescente. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. J'ai vu clairement ce que j'avais essayé de nier pendant des mois. Ma femme ne m'aimait plus. Elle ne m'aimait probablement plus depuis des années. Peut-être ne m'avait-elle jamais vraiment aimé. Peut-être n'aimait-elle que la sécurité que je représentais, l'argent que je pouvais lui donner, le statut social que ma réussite lui procurait. Et maintenant que j'étais à la retraite, maintenant que je passais du temps à la maison, j'étais devenu une nuisance pour sa nouvelle vie secrète. J'ai décidé de suggérer une thérapie de couple. C'était ma dernière tentative pour sauver quelque chose qui était probablement déjà mort. Je m'attendais à de la résistance, des moqueries, des refus, mais Valérie a accepté immédiatement, trop vite. Je pense que c'est une excellente idée, a-t-elle dit avec un enthousiasme suspect. Je pense que tu as vraiment besoin d'aide professionnelle pour travailler sur tes problèmes de contrôle et de confiance. J'ai remarqué comment elle a formulé les choses. Ce n'étaient pas nos problèmes. C'étaient mes problèmes. Mais j'ai accepté quand même, parce que j'avais encore de l'espoir. J'étais encore un idiot. Nous avons suivi 4 séances avec une thérapeute nommée Agnès, une femme de 50 ans, professionnelle et sérieuse. Les 3 premières séances ont été un enfer orchestré. Valérie a pleuré, raconté des demi-vérités, m'a dépeint comme un tyran obsédé par l'argent qu'il avait négligé émotionnellement pendant des décennies. J'ai essayé de me défendre, mais cela sonnait comme des excuses. La thérapeute prenait des notes sans la moindre expression. Je me sentais jugé, condamné sans procès équitable. Lors de la 4e séance, Agnès a demandé à me parler seule. Valérie est sortie du bureau avec un sourire de victoire mal dissimulé. La thérapeute a fermé la porte et m'a regardé fixement. « Mathieu, je vais briser le protocole parce que votre situation m'inquiète. » Mon cœur s'est accéléré. J'ai travaillé 30 ans avec des couples, et ce que je vois ici n'est pas un mariage avec des problèmes. C'est de la manipulation systématique. Votre femme montre des signes classiques de quelqu'un qui prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais mon instinct professionnel me dit que vous êtes en danger. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. En danger? Quel genre de danger? Agnès a choisi ces mots avec soin. Émotionnellement, c'est certain. Mais j'ai vu des cas où cela dégénère. Protégez vos finances, envisagez une séparation temporaire, et documentez tout. Je l'ai remercié, mais je suis sorti de là plus confus que jamais. Un danger. Valérie était manipulatrice, froide, égoïste, mais dangereuse. Cela me semblait exagéré. Cette nuit-là, Valérie a été étrangement affectueuse, comme si elle savait que la thérapeute m'avait mis en garde et voulait compenser. Elle m'a préparé à dîner, m'a serré dans ses bras pendant que nous regardions la télévision, a même suggéré un moment d'intimité, chose qui n'était pas arrivée depuis plus d'1 an. Et moi, désespéré de croire que les choses pouvaient s'améliorer, j'ai pris son jeu d'actrice pour la réalité. Les semaines suivantes ont été comme vivre dans une réalité alternative. Valérie s'est transformée en l'épouse parfaite qu'elle avait été 20 ans plus tôt, ou peut-être en l'épouse que j'avais toujours voulu qu'elle soit, mais qu'elle n'avait jamais vraiment été. Elle cuisinait mes plats préférés. Elle me demandait comment s'était passée ma journée.
Elle souriait quand j'entrais dans la pièce. Elle a même suggéré un voyage ensemble, chose que nous n'avions pas faite depuis des années. On pourrait aller sur la côte, juste nous deux, comme au bon vieux temps, a-t-elle dit un matin pendant que nous prenions un café. Je voulais désespérément la croire. Je voulais penser que la thérapie avait fonctionné, que les mots d'Agnès avaient été exagérés, que mon mariage pouvait encore être sauvé. Alors, j'ai ignoré les petites incohérences. J'ai ignoré que ces marques d'affection étaient presque théâtrales, trop parfaites, comme si elles suivaient un scénario. J'ai ignoré qu'elle continuait à recevoir des messages sur son portable qu'elle cachait immédiatement quand j'entrais. J'ai tout ignoré parce que je voulais la paix, parce qu'à 64 ans, j'étais fatigué de me battre. Un après-midi, ma sœur Geneviève est venue nous rendre visite. Elle avait toujours eu un sixième sens pour détecter les problèmes. Depuis que nous étions enfants, quand j'essayais de cacher une bêtise, elle le savait rien qu'en me regardant. Cet après-midi-là, nous avons pris un café sur la terrasse pendant que Valérie était à l'étage. « Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» a demandé Geneviève de cette voix douce mais directe qu'elle utilisait toujours pour les sujets sérieux. « Oui, beaucoup mieux », ai-je répondu, essayant de paraître convaincant. Valérie a changé. Je crois qu'elle a enfin compris que nous devons travailler sur notre mariage. Geneviève m'a étudié en silence pendant plusieurs secondes. « Mathieu, je te connais depuis que tu es né. Je sais quand tu mens, et je sais quand tu te mens à toi-même. » J'ai essayé de protester, mais elle a levé la main pour m'arrêter. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais quelque chose cloche. Valérie est différente. Pas d'une bonne façon, différente d'une manière calculée, comme si elle jouait la comédie. Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque, qu'elle avait regardé trop de séries policières, mais ces mots ont continué à résonner dans mon esprit comme des signaux d'alarme. 2 jours plus tard, Valérie a annoncé son plan romantique. C'était un vendredi après-midi. Je lisais dans le salon quand elle est descendue, vêtue de vêtements élégants, maquillée comme pour une occasion spéciale. « Chérie, j'ai réservé une table pour nous dans ce restaurant de montagne que tu aimais tant il y a des années. Celui avec la vue sur la vallée. » Mon cœur a fait un bond de véritable surprise. Ce restaurant se trouvait à 40 minutes de chez nous, sur une route sinueuse qui grimpait dans la montagne. Nous n'y étions allés que 2 fois pendant toutes nos années ensemble, toujours pour des célébrations spéciales. Vraiment ? Qu'est-ce qu'on fête ? Ai-je demandé en posant mon livre. Valérie s'est approchée et m'a pris les mains avec une tendresse qui aurait semblé authentique si je n'avais pas été si habitué à ces manipulations. À nous, à nos 40 ans ensemble, à un nouveau départ. Ses yeux brillaient de quelque chose que j'aurais pu confondre avec de l'amour, si je n'avais pas vu ce même éclat quand elle parlait d'acheter des choses chères ou quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé de bien m'habiller, qu'on prendrait des photos, que ce serait une nuit spéciale dont on se souviendrait. Je suis monté me changer avec un mélange d'espoir et de malaise. Quelque chose dans tout ça semblait étrange, trop planifié, trop parfait. Mais j'ai chassé ces pensées. Peut-être que Geneviève et Agnès m'avaient mis des idées paranoïaques dans la tête. Peut-être que Valérie voulait vraiment sauver notre mariage. J'ai mis une chemise claire, un pantalon sombre, la montre de notre anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir, voyant un homme qui voulait croire au miracle. Quand je suis descendu, Valérie était déjà sortie dans le garage. « Je vais faire chauffer la voiture. »« Il fait froid dehors » a-t-elle crié depuis la porte. J'ai hoché la tête et je suis allé dans le salon pour chercher mon portefeuille, que j'avais laissé sur la table basse. Et puis je l'ai vu. Son téléphone portable abandonné à côté d'un vase de fleurs, l'écran allumé montrant une conversation active. Je n'ai pas eu besoin de le déverrouiller. L'écran montrait déjà les messages ouverts, un numéro sans nom, et 3 lignes de texte qui ont glacé le sang dans mes veines et arrêté le temps lui-même. Le premier message venait de Valérie, envoyé le matin même, « Es-tu sûr qu'il n'y aura pas de problème ?» La réponse était arrivée 2 heures plus tard, « Tout est prêt. Je garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. » Dans le message le plus récent, envoyé il y a à peine 10 minutes, l'assurance vie est bien de 370 000 €. Juste après ça, on partira ensemble comme prévu. Mon cerveau a refusé de traiter ce que je lisais pendant plusieurs secondes. J'ai dû lire les messages 3 fois pour en comprendre tout le sens. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 40 ans de vie, la femme à qui j'avais tout donné. Elle prévoyait de m'assassiner. Pas un divorce, pas une séparation. Un meurtre.
Un accident fabriqué de toutes pièces sur une route de montagne pour empocher l'assurance vie et s'enfuir avec son complice. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté brutale. C'était pour ça qu'elle avait été si affectueuse ces dernières semaines. C'était pour ça qu'elle avait insisté pour aller dans ce restaurant précis. C'était pour ça qu'elle avait choisi cette route dangereuse. Les freins sabotés lâcheraient dans l'un des virages serrés en descente. La voiture tomberait de la falaise. Elle sauterait probablement avant, ou avait un plan pour survivre pendant que je mourrais. Et tout le monde croirait à un accident tragique. Mes mains ont commencé à trembler. Je ne pouvais plus tenir le téléphone. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles comme des tambours de guerre. 40 ans. 40 ans ensemble. Et elle était prête à me tuer pour 370 000 € et un amant dont je ne connaissais même pas le nom. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était l'anéantissement complet de tout ce que j'avais cru concernant ma vie, mon mariage, ma réalité. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer dans le garage. Elle faisait chauffer la voiture aux freins sabotés, la voiture qui serait mon cercueil roulant. J'avais exactement 10 secondes pour décider quoi faire. 10 secondes pour choisir entre la panique totale et la survie calculée. 10 secondes au cours desquelles toute ma vie a défilé devant mes yeux et s'est reconfigurée en quelque chose de complètement différent. 5 secondes. Je pouvais fuir. Je pouvais la confronter tout de suite. Je pouvais appeler la police. Mais je n'avais aucune preuve au-delà de ces messages qu'elle pouvait supprimer en une seconde. Et si je lui montrais, je savais ce qui m'attendait. Elle n'avait pas de plan B. Du poison dans le dîner, un couteau caché dans son sac à main. 3 secondes. Je pouvais refuser d'y aller. Inventer une excuse, tomber soudainement malade. Mais cela ne ferait que repousser son plan et l'alerterait que je me doutais de quelque chose. 1 seconde. Où je pouvais faire l'impensable, la seule chose à laquelle elle ne s'attendrait jamais. 0. J'ai décidé. Dans cette dernière seconde avant qu'elle ne revienne du garage, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas être sa victime. Je n'allais pas mourir sur cette route comme elle l'avait prévu. J'allais jouer à son jeu. J'allais la surpasser. J'allais lui faire regretter chaque seconde qu'elle avait passée à planifier ma mort. Mais pour cela, j'avais besoin de quelque chose qu'elle n'avait manifestement pas, un contrôle absolu sur mes émotions. Je me suis accordé exactement 10 secondes de plus pour ressentir. 10 secondes pour assimiler l'horreur, la trahison, la douleur de savoir que la femme qui dormait à mes côtés planifiait mon meurtre depuis des mois, ou peut-être des années. 10 secondes pour imaginer mon corps fracassé au fond d'une falaise pendant qu'elle simulerait les larmes d'une veuve éplorée. 10 longues secondes pour ressentir tout le poids de la dévastation. Et puis j'ai fermé cette porte. J'ai rangé chaque émotion dans un compartiment scellé de mon esprit. J'ai pris 3 respirations profondes, contrôlées, délibérées. J'ai senti mes mains arrêter de trembler. Mon cœur est revenu à un rythme presque normal. Mon visage s'est détendu pour adopter une expression neutre, presque aimable. J'ai replacé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé, avec l'écran au même angle, pas un millimètre de travers. Quand Valérie est entrée, souriante, venant du garage, j'étais assis sur le canapé, les jambes croisées, feuilletant un magazine comme si de rien n'était. Prêt, mon amour ? La voiture est déjà chaude, a-t-elle dit avec cette voix mielleuse qu'elle perfectionnait depuis des semaines. Je me suis levé lentement, m'étirant comme si je venais de me réveiller d'une sieste. Prêt, chérie. Cette nuit va être inoubliable, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux, et j'ai souri. Un sourire calme, sincère, presque affectueux. J'ai vu quelque chose traverser son visage. Une fraction de seconde de doute, comme si mon calme la troublait. Mais elle a retrouvé sa contenance immédiatement. Allons-y, alors. Je ne veux pas perdre la réservation. Nous avons marché côte à côte vers la porte du garage. Mon esprit avait déjà 3 coups d'avance, calculant les probabilités, anticipant les scénarios, élaborant des stratégies en temps réel. La voiture nous attendait, le moteur ronronnant doucement. Une berline argentée que nous avions achetée il y a 3 ans. Une bonne voiture, fiable, sûre. Sauf que maintenant, les freins avaient été sabotés par un mécanicien corrompu que ma femme avait engagé. Je me suis demandé combien elle l'avait payé. Je me suis demandé si cet homme savait qu'il était complice d'un meurtre ou si Valérie lui avait menti à lui aussi.
Valérie s'est dirigée vers le siège conducteur avec un naturel répété. Elle a ouvert la portière, mais avant de monter, je l'ai arrêtée. Tu sais quoi, mon amour? J'ai envie de conduire aujourd'hui. Les mots sont sortis de ma bouche sur un ton désinvolte, presque capricieux, comme si c'était une idée de dernière minute. Mais j'ai vu son corps se raidir immédiatement, ses jointures blanchir en serrant la portière de la voiture, son sourire vaciller une seconde avant de se recomposer. Non, non, détends-toi. Je vais conduire. Comme ça, tu pourras profiter du paysage, a-t-elle répondu d'une voix un peu plus aiguë que d'habitude. Un peu plus désespérée. J'ai insisté, gardant un ton léger mais ferme. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit sur cette route. J'aime conduire la nuit. En plus, tu pourras prendre des photos du coucher de soleil depuis ta fenêtre. Nos regards se sont croisés au-dessus du toit de la voiture. À ce moment-là, quelque chose de silencieux mais absolu s'est produit. Elle savait que je savais quelque chose, et je savais qu'elle savait que je savais, mais aucun de nous ne l'a dit à voix haute. L'air entre nous est devenu épais, électrique, chargé de sous-entendus. Valérie a ouvert la bouche comme pour protester encore, mais j'avais déjà fait le tour de la voiture et ouvert la portière conducteur. J'insiste, chérie. Je conduis aujourd'hui. Ma voix avait perdu toute chaleur. Elle n'était pas hostile. Elle était pire que ça. Elle était froide, calculée, dénuée d'émotion, et elle l'a remarqué. Elle est restée près de sa portière pendant 5 longues secondes. Je pouvais voir son esprit travailler frénétiquement derrière ses yeux. Si elle protestait trop, ce serait suspect. Si elle acceptait, elle perdait le contrôle du plan. Elle était prise dans son propre piège. Elle a fini par céder avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. Comme tu voudras, mon amour. Elle a fait le tour de la voiture et s'est installée sur le siège passager avec des mouvements rigides et mécaniques. Je me suis installé au volant, j'ai ajusté le rétroviseur avec un calme délibéré, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité, faisant résonner le clic dans le silence tendu de l'habitacle. Valérie a fait de même, les mains tremblant légèrement. Le silence entre nous était si lourd que je pouvais presque le toucher. J'ai posé ma main sur le levier de vitesse. Prête pour notre nuit romantique, ai-je demandé en tournant la tête vers elle. Nos regards se sont à nouveau croisés. Et à ce moment-là, nous avons tous les deux su avec une certitude absolue que ce n'était pas une scène romantique. C'est une guerre psychologique, où le premier coup venait d'être joué et où les règles venaient de changer du tout au tout. Valérie a hoché la tête sans un mot. Son visage avait perdu toute trace de comédie. Maintenant, il n'y avait plus que de la tension pure. Mais je n'allais pas démarrer cette voiture. Car, bien que je veuille lui montrer que je connaissais son plan, bien que je veuille la voir transpirer de nervosité pendant que je conduirais vers le restaurant, je n'étais pas stupide à ce point. Les freins étaient sabotés. Et s'il lâchait, nous mourions tous les deux. J'avais besoin d'un autre plan, un plan qui ne me mettrait pas en danger réel, mais qui la ferait payer. Juste avant de passer la marche arrière, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Attends, laisse-moi dire à Geneviève qu'on va passer près de chez elle. Peut-être qu'elle veut qu'on lui apporte quelque chose. Valérie a pâli. Pourquoi impliquer ta sœur? Sa voix était stridente, désespérée. C'est juste un petit message, ai-je répondu en tapant déjà sur l'écran. Mais je n'écrivais pas à Geneviève pour lui proposer de lui apporter quelque chose. J'écrivais un tout autre message. Geneviève, j'ai besoin que tu viennes à la maison tout de suite. Urgence. N'appelle pas, viens, c'est tout. Fais-moi confiance. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé le téléphone. Valérie a essayé de voir l'écran, mais j'ai été plus rapide. Voilà. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien, ai-je menti naturellement. J'ai passé la marche arrière, mais je n'ai pas desserré le frein à main. Tu sais, mon amour. En y réfléchissant, je me sens un peu étourdi. C'était peut-être le café de midi. Valérie m'a regardé avec un mélange de soulagement et de frustration. Tu veux annuler? Il y avait de l'espoir dans sa voix. Non, non, donne-moi juste 1 minute. Je vais chercher un peu d'eau. Je suis sorti de la voiture, la laissant seule à l'intérieur. Je suis entré dans la maison et je suis allé directement dans mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents importants et j'ai sorti ma boîte de pilules pour la tension artérielle.
C'étaient de légers sédatifs qui m'avaient été prescrits après mon diagnostic cardiaque. J'ai pris 4 pilules, je les ai écrasées avec le dos d'une cuillère jusqu'à obtenir une poudre fine. Je les ai gardées dans un mouchoir plié dans ma poche. Geneviève a répondu à mon message. J'arrive. Est-ce que ça va? J'ai répondu, tu seras là dans 30 minutes. D'ici là, ce sera fini. J'ai juste besoin que tu sois témoin de quelque chose. Elle ne comprendrait que plus tard, mais j'étais sûr qu'elle viendrait. Ma sœur venait toujours quand j'avais besoin d'elle. J'ai bu un verre d'eau et je suis retourné au garage. Valérie était toujours dans la voiture, regardant son téléphone avec une expression tendue, envoyant probablement des messages urgents à son complice pour lui demander quoi faire maintenant que le plan se compliquait. Je suis remonté dans la voiture. Je vais mieux maintenant. Mais tu sais quoi? J'ai pensé que ce serait plus spécial si nous dînions ici, à la maison. Quelque chose d'intime, juste nous deux, sans serveur, sans gens autour. J'ai vu la panique traverser son visage. Mais j'ai déjà fait la réservation. Et ce restaurant est tellement spécial. Elle improvisait désespérément. J'ai coupé le moteur. Le restaurant sera toujours là un autre jour. Aujourd'hui, je veux quelque chose de différent. Je veux que tu cuisines pour moi comme tu le faisais avant, comme quand nous étions jeunes et que nous n'avions pas d'argent pour sortir. Le piège se refermait et elle le savait. Elle ne pouvait pas refuser sans paraître suspecte. Elle ne pouvait pas insister pour prendre la route sans révéler ses intentions. Valérie est sortie de la voiture avec des mouvements lents et résignés. Son plan parfait s'effondrait sous ses yeux, et elle ne pouvait rien faire sans se démasquer. Nous sommes entrés dans la maison en silence. Elle marchait devant moi, le dos tendu, les épaules affaissées. Je la suivais, observant chaque détail de son langage corporel. Elle calculait son prochain coup. J'avais 3 coups d'avance. Je vais me changer et enlever ces beaux vêtements, alors, a-t-elle dit d'une voix sourde. Ne t'inquiète pas pour la cuisine, ai-je répondu d'un ton aimable qui semblait obscène compte tenu de la situation. J'ai commandé à manger dans ce restaurant italien que tu aimes. Ce sera là dans 20 minutes. Un autre mensonge. Mais j'avais besoin de la garder près de moi, sous mon contrôle, sans lui laisser le temps de réagir ou de contacter son complice. Elle est montée à l'étage en traînant les pieds. J'en ai profité pour aller dans la cuisine. J'ai sorti 2 verres à vin, un pour elle, un pour moi. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge que nous gardions pour les grandes occasions. Quelle ironie. Cela qualifiait définitivement de grande occasion. L'occasion où ma femme a essayé de m'assassiner et où j'ai décidé de riposter. J'ai servi les 2 verres avec précision. J'ai sorti le mouchoir avec la poudre des pilules. Ma main a tremblé une seconde. Ce que j'allais faire franchissait des limites que je n'aurais jamais cru franchir un jour. Mais ensuite, je me suis rappelé des messages sur son téléphone. Tout est prêt. Je garantis qu'il y aura un accident. Elle avait planifié ma mort sans une seconde d'hésitation, sans remords, comme on prévoit d'aller au supermarché. J'ai versé la poudre dans son verre, j'ai mélangé avec une petite cuillère jusqu'à ce qu'elle se dissolve complètement. 4 pilules ne la tueraient pas. Je l'avais vérifié mentalement en me rappelant les instructions du médecin. Mais elle la rendrait extrêmement somnolente, confuse, incapable de coordonner ses mouvements. Elle la rendrait vulnérable, exactement comme elle avait prévu de me laisser au fond de ce ravin. Valérie est redescendue vêtue de vêtements décontractés, un pantalon sombre, un chemisier crème. Elle s'était démaquillée. Sans maquillage, elle avait l'air plus vieille, fatiguée, moins sûre d'elle. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de quelque chose que j'aurais pu prendre pour de la tristesse, si je n'avais pas connu la vérité. Mathieu, il faut qu'on parle. Sa voix semblait différente, plus douce, plus vraie qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Bien sûr, parlons, ai-je répondu en lui tendant un verre de vin. Mais d'abord, portons un toast. À nous, à nos 40 ans, à tout ce qui va suivre. J'ai levé mon verre. Elle a hésité, regardant le liquide rouge sombre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle ne boirait pas, que d'une manière ou d'une autre, elle saurait. Mais elle a fini par lever son verre et l'a fait teinter contre le mien avec un son cristallin qui ressemblait à des cloches funèbres. J'ai bu une gorgée en maintenant le contact visuel. Elle a fait de même, une longue gorgée. Parfait. Assieds-toi, ai-je dit en désignant le canapé. Tu as dit que tu voulais parler.
Valérie s'est assise sur le bord du meuble, le dos très droit. Elle tenait le verre à deux mains, comme si c'était une bouée de sauvetage. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. La distance entre nous était d'à peine 2 mètres, mais on aurait dit un abîme. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, a-t-elle commencé d'une voix prudente. Je sais que j'ai été injuste, que je t'ai maltraité. Je veux que tu saches que je suis désolé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes qui auraient fonctionné quelques heures plus tôt. Des larmes qui avaient fonctionné pendant 40 ans pour me manipuler. Mais maintenant, je ne voyais plus que la comédie derrière elle, le calcul froid, la fausseté absolue. Tu es désolé, ai-je répété d'un ton neutre. De quoi es-tu désolé exactement, Valérie? Elle a pris une autre longue gorgée de vin avant de répondre. Je suis désolé de t'avoir repoussé. Je suis désolé de ne pas avoir apprécié tout ce que nous avons construit ensemble. Je suis désolé d'avoir été égoïste avec l'argent, avec mon temps, avec tout. Encore une performance parfaite. Si je n'avais pas vu ces messages, je serais tombé à genoux pour la remercier de cette vulnérabilité feinte. Continue, ai-je dit en m'adossant à mon fauteuil. Je t'écoute. J'ai bu mon vin en l'observant par-dessus le bord du verre. Elle a bu aussi. Elle en était déjà à la moitié de son verre. Excellent. Dans 15 minutes, elle commencerait à en ressentir les effets. Valérie a poursuivi ses aveux fabriqués de toutes pièces. Elle a parlé de la façon dont la retraite m'avait changé, de la façon dont elle ne savait pas comment s'adapter, de la façon dont nous avions tous les deux perdu notre chemin sans nous en rendre compte. Chaque mot était un mensonge enveloppé dans une demi-vérité. Chaque phrase était conçue pour manipuler, pour générer de la culpabilité, pour me faire baisser la garde. Mais je me suis contenté de hocher la tête. Je posais des questions de temps en temps. Je l'ai laissée parler. Et toutes les quelques minutes, elle buvait plus de vin. Elle a fini son verre. Tu en veux encore, ai-je proposé en me levant. Je ne devrais pas, a-t-elle répondu, mais sa voix semblait légèrement pâteuse. Juste un peu, alors. J'ai insisté pour lui verser un demi-verre de plus. Pendant que je lui tournais le dos, faisant semblant de verser davantage de vin, j'ai regardé l'horloge. Cela faisait 12 minutes qu'elle avait bu le premier verre. Les sédatifs agissaient vite sur un estomac vide. Valérie n'avait rien mangé, se préparant pour le dîner romantique. Lequel n'aurait jamais lieu. Son corps assimilait les médicaments sans résistance. Je lui ai tendu le verre et je me suis rassis. Sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça, Valérie, ai-je demandé d'une voix douce, presque mélancolique. Elle m'a regardé, confuse par le changement de ton. Quoi donc? Sa langue a légèrement trébuché sur les mots. Que je t'aimais vraiment. Pendant 40 ans, je t'ai aimé de toutes mes forces. J'ai travaillé jusqu'à m'en rendre malade pour te donner une belle vie. J'ai ignoré tes défauts, tes manipulations, tes petites cruautés parce que je pensais que c'était ça, le mariage. Je pensais que c'était ça. L'amour. Valérie a cligné des yeux plusieurs fois. Ses yeux commençaient à devenir vitreux. Mathieu, je t'aime aussi. Les mots sont sortis lents, lourds. Vraiment, ai-je demandé en me penchant en avant. Tu m'aimes, ou tu aimes les 370 000 € de l'assurance vie? J'ai vu son visage changer, la couleur quitter ses joues, ses pupilles se dilater sous le coup d'un choc absolu mêlé à l'effet des sédatifs. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? A-t-elle balbutié en essayant de se lever, mais ses jambes n'ont pas répondu correctement. Elle est retombée maladroitement sur le canapé. Le verre a glissé de ses mains, renversant du vin rouge sur son chemisier crème comme du sang. J'ai entendu ta voix trembler. J'ai vu la panique dans tes yeux. Tu voyais enfin la réalité. Tu comprenais enfin que tu avais perdu. J'ai vu les messages sur ton téléphone, Valérie. Tout est prêt. Je garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. L'assurance vie. Ton plan pour m'assassiner est enfuir avec ton amant. Chaque mot que je prononçais était un clou dans son cercueil métaphorique. Elle a essayé de nier, secouant frénétiquement la tête, mais le mouvement lui a donné des vertiges. Non, ce n'est pas. Tu ne comprends pas, sa voix n'était plus qu'un murmure confus. Je me suis levé et j'ai marché vers elle d'un pas mesuré. Je me suis agenouillé devant le canapé et je me suis mis à son niveau, ses yeux luttant pour faire le point. Je comprends parfaitement. Tu avais prévu de me tuer.
Tu as saboté notre voiture. Tu as joué la comédie de la femme repentante pour m'emmener sur cette route et me laisser mourir. Tu aurais probablement sauté de la voiture quelques secondes avant l'impact. Ou peut-être que ton complice t'attendait quelque part pour te sauver. Peu importe. Le fait est que tu voulais ma mort. Valérie a commencé à pleurer. Mais ces larmes-là étaient différentes. C'étaient des larmes de terreur véritable. Je t'en prie, Mathieu. Je n'ai pas. Il m'a forcé. Elle essayait de formuler des excuses, mais son cerveau n'arrivait plus à coordonner correctement les mots. Qui t'a forcé? Ton amant? L'homme avec qui tu comptais t'enfuir après avoir empoché mon assurance? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de messagerie. Veux-tu qu'on appelle la police tout de suite? Veux-tu que je leur montre votre conversation? Non. Je t'en prie, non. Sa tête est tombée en avant. Elle perdait la bataille contre les sédatifs. Qu'est-ce que tu m'as fait? A-t-elle demandé d'une voix pâteuse. Je t'ai donné tes propres pilules, chérie. Mes sédatifs pour la tension. Ils ne te tueront pas. Ils vont juste te faire dormir pendant quelques heures. Tu auras peut-être la nausée à ton réveil, ou mal à la tête. Mais tu seras en vie. Contrairement à ce que tu avais prévu pour moi. J'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Geneviève était arrivée. Parfait. On a sonné à la porte. Ne bouge pas, ai-je ordonné à Valérie, bien qu'elle pût à peine garder les yeux ouverts. Je vais ouvrir la porte. Ma sœur est entrée avec une expression d'inquiétude absolue. Que s'est-il passé? Ton message m'a fait peur. Je l'ai prise par le bras et je l'ai guidée vers le salon. J'ai besoin que tu vois quelque chose. J'ai besoin d'un témoin pour ce qui va se passer. Geneviève est entrée dans le salon et a vu Valérie affalée sur le canapé, son chemisier taché de vin, les yeux à demi fermés, babillant de façon incohérente. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est ivre? Ma sœur s'est approchée, inquiète, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Elle n'est pas ivre. Je lui ai donné des sédatifs. 4 pilules de mes médicaments pour la tension. Geneviève m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Tu as fait quoi, Mathieu? C'est. Laisse-moi t'expliquer avant de tirer des conclusions hâtives, les jeux interrompus d'une voix ferme. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais faites des messages de Valérie. J'avais été assez intelligent pour photographier les preuves avant qu'elle ne puisse les effacer. Geneviève a lu en silence. J'ai vu son expression passer de la confusion à l'horreur absolue. Sa main a commencé à trembler en tenant mon téléphone. Elle allait te tuer, a chuchoté ma sœur d'une voix brisée. Elle a planifié un accident. Elle allait te laisser mourir sur cette route. J'ai hoché la tête. Pour 370 000 € et la liberté d'être avec son amant. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai besoin que tu sois témoin de ce qui va se passer maintenant. J'ai besoin que quelqu'un connaisse toute la vérité au cas où quelque chose tournerait mal. Geneviève m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai senti trembler contre ma poitrine. J'aurais pu te perdre, a-t-elle dit d'une voix étranglée. Nous nous sommes séparés et nous avons tous deux regardé Valérie, dont la tête était maintenant complètement tombée sur le côté, respirant profondément, sur le point de perdre totalement connaissance. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Geneviève. Je vais lui donner 2 options, et tu vas être témoin de sa décision. Je me suis approché de Valérie et je lui ai tapoté doucement les joues. Réveille-toi. J'ai besoin que tu sois consciente pour ça. Valérie a ouvert les yeux avec difficulté. Son regard a mis plusieurs secondes à se concentrer sur moi. Mathieu, a-t-elle murmuré. Écoute-moi attentivement, car je ne le dirai qu'une seule fois, ai-je commencé d'une voix froide, dénuée de toute émotion. Tu as 2 options. Option A. Nous appelons la police tout de suite. Je leur montre les messages. Je leur montre que ton complice a saboté la voiture. Il t'inculpe pour tentative de meurtre avec préméditation. Tu passes les 20 prochaines années en prison. Tu sors quand tu auras plus de 80 ans. Si tu sors vivante. J'ai vu ses yeux s'écarquiller d'une terreur grandissante malgré les sédatifs. Option B, ai-je continué sans lui laisser le temps de répondre. Tu signes le divorce demain. Tu renonces absolument à tout. La maison, les économies, les propriétés,
les investissements. Tout devient ma propriété exclusive. Tu quittes cette ville. Tu disparais de ma vie pour toujours. Et tu ne me contactes plus jamais. Tu ne t'approches plus jamais de moi. Si tu acceptes l'option B, je n'appelle pas la police. Les messages restent mon assurance vie. Si jamais tu tentes à nouveau quoi que ce soit contre moi, si jamais tu reviens, ces messages iront directement aux autorités. Valérie a essayé de parler, mais seuls des sons incohérents sont sortis. Geneviève s'est approchée et s'est agenouillée à mes côtés. Il faut que tu répondes maintenant, Valérie, avant de perdre complètement connaissance. Option A ou option B? Ma sœur a utilisé un ton que je ne lui avais jamais entendu. Dur, implacable, furieux. Valérie nous a regardés tous les deux avec des yeux pleins de larmes et de terreur. B. Option B, a-t-elle finalement réussi à articuler? Bien, ai-je dit en me levant. Geneviève, tu as entendu sa décision. Ma sœur a hoché la tête. Je l'ai entendu clairement. Elle a choisi l'option B. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistreur vocal. On va rendre ça officiel. Valérie, répète pour l'enregistrement, j'accepte de divorcer de Mathieu, de renoncer à tous les biens matrimoniaux et de quitter la ville. Je le fais volontairement et sans aucune menace physique. Valérie a lutté contre les sédatifs pour essayer de former les mots. Il lui a fallu 3 essais, mais elle y est finalement parvenue d'une voix pâteuse mais audible, j'accepte de divorcer. De renoncer à tout. De quitter la ville. Volontairement. Sa tête est retombée en avant. Cette fois, je n'ai pas essayé de la réveiller. J'ai arrêté l'enregistrement. C'est fait. Maintenant, nous avons ses aveux enregistrés en plus des messages. Geneviève m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu es sûr de toi? Tu pourrais l'envoyer en prison. Elle a essayé de te tuer. J'ai secoué la tête. La prison serait trop facile pour elle. Là-bas, elle aurait de la nourriture, un toit, et se ferait peut-être même des amis. Ça, c'est pire. Je la laisse en vie, mais détruite. Sans argent, sans maison, sans moi. Sans l'avenir qu'elle avait imaginé avec son amant. Je la condamne à vivre avec les conséquences de ses actes tous les jours pour le reste de sa vie. Ma sœur a assimilé mes mots en silence. Finalement, elle a hoché la tête. Tu as toujours été plus intelligent que cruel. Mais Mathieu, et son complice? L'homme qui a saboté la voiture, il est toujours en liberté. J'ai souri sans humour. Je m'en suis déjà occupé. Pendant que Valérie parlait et buvait son vin, je lui ai envoyé un message anonyme depuis un numéro jetable. Je lui ai dit que la police enquêtait sur le sabotage de la voiture, qu'ils avaient son numéro et qu'il ferait mieux de fuir s'il ne voulait pas aller en prison. Et il t'a cru, a demandé Geneviève. Je n'en sais rien, mais je parie que oui. Les criminels à la petite semaine sont toujours des lâches. Il est probablement déjà à l'autre bout du pays à l'heure qu'il est, et s'il décide de revenir chercher Valérie, il découvrira qu'elle a disparu elle aussi. Ils se chercheront tous les deux sans jamais se trouver. L'ironie de mon plan me satisfaisait d'une manière sombre. J'avais transformé leur complot d'amour et d'avidité en une histoire de perte mutuelle. Valérie avait complètement perdu connaissance. Maintenant, sa respiration était profonde et irrégulière. « Qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant » a demandé Geneviève en désignant le corps inerte de ma femme. « On l'emmène au lit. Elle va dormir jusqu'à demain. Quand elle se réveillera, elle sera confuse, elle aura la nausée, elle ne se souviendra probablement pas de tout ce qu'elle a dit. Mais je le lui rappellerai. Je lui montrerai l'enregistrement. Je lui montrerai les messages. Et elle signera les papiers du divorce parce qu'elle saura qu'elle n'a pas d'autre choix. À nous deux, nous avons porté Valérie à l'étage. Elle était plus lourde que dans mes souvenirs. Ou peut-être étais-je simplement plus vieux. Nous l'avons allongée sur le lit de la chambre d'amis, pas dans notre chambre conjugale. Cette partie de notre vie était terminée pour toujours. Geneviève lui a enlevé ses chaussures et la couverte d'une couverture. Un geste d'humanité que Valérie ne méritait pas, mais que ma sœur n'a pas pu s'empêcher de faire. Nous sommes redescendus dans le salon et nous sommes assis en silence pendant plusieurs minutes. Le poids de ce qui s'était passé m'est tombé dessus comme une avalanche. J'avais drogué ma femme. Je l'avais fait chanter.
J'avais pris le contrôle total de la situation en utilisant des méthodes à la limite de la légalité. Tu crois que je suis un monstre, ai-je demandé à Geneviève sans la regarder. Ma sœur a pris ma main dans la sienne. Je crois que tu es un homme qui a failli être assassiné par la personne en qui il avait le plus confiance. Je crois que tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. Est-ce que c'est moralement discutable? Oui. Qu'aurais-je fait à ta place? Probablement la même chose. Elle a franchi la limite. Mathieu. Elle a planifié ta mort de sang-froid. Tu as juste rééquilibré les choses. Ces mots m'ont réconforté, mais ils n'ont pas effacé le malaise que je ressentais dans ma poitrine. Demain, j'appellerai Laurent, ai-je dit, en faisant référence à mon avocat. Je lui expliquerai que Valérie et moi divorçons par consentement mutuel, qu'elle renonce à tout volontairement. J'ai sa déclaration enregistrée. J'ai les messages comme preuve de secours. Si elle essaie de se rétracter, Laurent préparera les papiers. Valérie les signera, et dans une semaine. Tout sera terminé. Geneviève m'a serré la main. Et ensuite? Ensuite, je vendrai cette maison. Elle contient trop de souvenirs amers. J'achèterai quelque chose de plus petit, peut-être près de chez toi. Je passerai du temps avec mes neveux. Je reconstruirai une vie sans mensonge ni trahison. Ça semblait simple dit comme ça, mais nous savions tous les deux que ce ne serait pas si facile. Les blessures de cette nuit laisseraient des cicatrices permanentes. Geneviève est restée avec moi cette nuit-là. Elle a dormi sur le canapé du salon. Je suis resté éveillé dans mon bureau, regardant des papiers sans vraiment les lire, repensant à 40 ans de mariage qui s'était avéré n'être qu'une illusion. Vers l'aube, je me suis endormi sur ma chaise. J'ai rêvé que je tombais d'une falaise sans fond. Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre, ma chemise trempée de sueur. Il était 7 heures du matin. Je suis monté dans la chambre d'amis. Valérie dormait encore, mais elle commençait à bouger. Dans 1 heure, elle se réveillerait, et alors, la phase suivante de mon plan commencerait. La phase où elle affronterait les pleines conséquences de ses actes. La phase où je reprendrais le contrôle total de ma vie. Valérie s'est réveillée à 8h30 avec un gémissement de douleur. Je l'ai entendu depuis le couloir où j'avais attendu, assis par terre, le dos contre le mur, comme un garde surveillant un prisonnier. Je suis entré dans la chambre sans frapper. Elle était assise sur le lit, les mains pressant ses tempes, les cheveux ébouriffés, son chemisier froissé, toujours taché de vin séché. Elle m'a regardé avec des yeux injectés de sang et confus. Que s'est-il passé? J'ai mal partout. Pourquoi suis-je ici? A-t-elle demandé d'une voix rauque. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit, en gardant une distance de sécurité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'enregistrement de la veille. Sa propre voix a rempli la pièce. J'accepte de divorcer de Mathieu, de renoncer à tous les biens matrimoniaux et de quitter la ville. Je le fais volontairement. J'ai vu les souvenirs revenir dans ses yeux par vagues. D'abord la confusion, puis la reconnaissance. Enfin, l'horreur absolue. Non, ça ne compte pas. Tu m'as drogué. Je n'avais pas toute ma tête, a-t-elle protesté en essayant de se lever, mais la nausée l'a forcée à rester assise. Tu as raison, ai-je admis calmement. C'est pourquoi j'ai aussi ça. Je lui ai montré les captures d'écran de ses messages avec son complice. Les messages sur l'accident planifié, sur l'assurance vie, sur leur fuite ensemble. Valérie est devenue blanche comme un linge. Ça compte devant n'importe quel juge, ai-je continué. Des preuves claires de tentative de meurtre avec préméditation. Alors, tu peux choisir à nouveau aujourd'hui, complètement sobre et consciente. Option A, je vais voir la police avec ces preuves. Option B, tu tiens la promesse que tu as faite hier soir. Tu signes le divorce. Tu renonces à tout et tu disparais de ma vie. Je l'ai laissé assimiler la situation pendant plusieurs secondes d'un lourd silence. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle fini par dire. Mais sa voix manquait de conviction. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Laurent arrive dans 2 heures avec les papiers du divorce. Geneviève est en bas en tant que témoin de tout ça. Ton complice s'est probablement déjà enfui après le message que je lui ai envoyé en me faisant passer pour un inspecteur de police. Tu n'as pas d'allié. Valérie. Tu n'as pas d'argent à toi. Tu n'as rien, à part les 2 options que je t'ai données. Elle a commencé à pleurer.
De vraies larmes cette fois. Pas la performance rodée depuis des années. Comment peux-tu être aussi cruel? Nous avons été ensemble pendant 40 ans. Sa voix s'est brisée dans ses sanglots. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la pitié. C'était quelque chose de plus compliqué. De la tristesse pour ce qui aurait pu être et n'avait jamais été. Pour l'amour que j'avais donné et qui ne m'avait jamais été rendu pendant 4 décennies gâchées. Tu avais prévu de me tuer, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. De transformer ma mort en argent et en liberté pour être avec un autre homme. Tu as saboté notre voiture. Tu allais m'emmener sur cette route en sachant que les freins allaient lâcher. Tu allais me laisser mourir écrasé contre les rochers. Et c'est toi qui me demandes comment je peux être cruel? Valérie? Je te laisse la vie sauve. C'est plus de pitié que tu ne m'en aurais jamais accordé. Elle n'a eu aucune réponse à ça. Elle est restée assise à pleurer en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a parlé d'une voix à peine audible, « Qui est-il? » Mon prétendu amant. La question m'a surpris. Je n'en sais rien. Le numéro dans tes messages n'avait pas de nom. Un lâche qui s'est servi de toi autant que tu as essayé de te servir de moi. Une part cruelle en moi a apprécié de voir comment cette réalisation l'a frappé. Que peut-être son grand amour n'était pas réel non plus, juste un autre manipulateur. Laurent est arrivé exactement à 10 heures, comme il l'avait promis. C'était mon avocat depuis 20 ans, un homme de 58 ans avec des cheveux complètement gris et une expression perpétuellement sérieuse. Je lui avais tout expliqué au téléphone ce matin-là. Une version résumée, sans les détails compromettants. Juste que Valérie et moi divorcions, qu'elle renonçait à tout volontairement, que j'avais besoin de papiers urgents. Je l'ai accueillie à la porte pendant que Geneviève surveillait Valérie à l'étage. « Es-tu absolument sûr de ça ?» m'a demandé Laurent à voix basse. Une fois qu'elle aura signé ses documents, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle ne pourra rien réclamer légalement. J'ai hoché la tête, complètement sûr. Elle accepte les conditions. Mon avocat m'a étudié pendant un long moment. Il travaillait avec moi depuis assez d'années pour savoir quand quelque chose clochait, mais il me connaissait aussi assez pour savoir que je ne changerais pas d'avis. Nous sommes montés tous les trois. Valérie était toujours assise sur le lit, maintenant vêtue de vêtements propres, mais l'air hagard, vieillie de 10 ans en une seule nuit. Laurent a étalé les documents sur le bureau de la chambre. Madame Valérie, ce sont les conditions du divorce. Vous renoncez à tout droit sur les propriétés conjugales, les comptes bancaires, les investissements, la pension alimentaire et tout autre actif au nom de votre mari, Mathieu. Comprenez-vous ces conditions? Valérie m'a regardé avec des yeux pleins d'une supplication silencieuse, espérant qu'au dernier moment je m'attendrirais, que je me souviendrais des bons moments et que je pardonnerais, que je laisserais les choses redevenir comme avant. J'ai gardé une expression neutre, impénétrable. Comprenez-vous ces conditions, a répété Laurent d'un ton plus ferme. Oui, a chuchoté Valérie. Je les comprends. Laurent lui a tendu un stylo. Signez ici, ici et ici. Sa main tremblait en tenant le stylo. L'encre bleue a laissé des traces irrégulières sur le papier blanc. 3 signatures qui effaçaient 40 ans de mariage. 3 signatures qu'il a laissées sans rien. Quand elle a eu fini, Laurent a ramassé les papiers et me les a tendus. Procédure terminée. Le divorce sera officiel dans 72 heures. Geneviève et lui ont signé en tant que témoins. Tout était légal, tout était irréversible. Laurent est parti après m'avoir donné des copies de tous les documents. Geneviève est descendue préparer du café. Valérie et moi sommes restés seuls dans la chambre pour la dernière fois. Et maintenant, a-t-elle demandé d'une voix caverneuse. Maintenant, tu fais ta valise. Je te donne 4 600 € en espèces. C'est plus que ce que tu mérites, mais je ne suis pas complètement sans cœur. Tu prends un bus pour aller où tu veux. Tu recommences à zéro loin d'ici, et tu ne reviens plus jamais. 4 600 € après 40 ans. Sa voix s'est élevée d'indignation. Je l'ai regardé avec une expression qui l'a fait physiquement reculer. Après 40 ans au cours desquels tu as planifié mon meurtre, 4 600 € est une somme généreuse. L'alternative, c'est toujours la prison. Choisis. Elle n'a rien dit de plus. Elle a commencé à faire ses bagages en silence. Des vêtements, des effets personnels, quelques bijoux que je lui avais offerts il y a des années. Tout tenait dans une valise de taille moyenne.
40 ans réduit à 20 kg d'effets personnels. 1 heure plus tard, elle était prête. Nous avons descendu les escaliers ensemble pour la dernière fois. Geneviève attendait dans l'entrée avec une enveloppe Kraft contenant l'argent liquide. Elle l'a tendu à Valérie sans un mot, mais avec un regard qui disait tout. Mépris, déception, dégoût. Valérie a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle s'est tournée vers moi à la porte. « Est-ce que tu m'as jamais vraiment aimé ?» a-t-elle demandé. La question m'a pris au dépourvu. « Oui », ai-je répondu honnêtement. « Je t'ai aimé de tout mon être. » C'est ça la tragédie dans tout ça. Valérie a hoché la tête lentement. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je sais que ça ne sert plus à rien maintenant, mais je suis vraiment désolée. » Je n'ai pas répondu. J'avais entendu ces excuses vides de sens trop de fois. J'ai ouvert la porte. Elle est sortie en traînant sa valise, s'est arrêtée dans l'allée, et s'est retournée une dernière fois. Nos regards se sont croisés au loin, et puis elle a disparu. Les premiers jours après son départ ont été étranges. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, comme si les murs eux-mêmes assimilaient son absence. Geneviève est restée avec moi la première semaine. Elle a cuisiné, a fait le ménage, m'a forcé à manger quand mon appétit a disparu. « Tu ne peux pas laisser ça te détruire », disait-elle en me servant une soupe dont je ne voulais pas. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était quelque chose de plus compliqué. Du soulagement mêlé de vide. De la liberté teintée d'amertume. 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a rendu tout ça encore plus justifié. Je rangeais le bureau de Valérie, préparant la maison pour la vente, quand j'ai trouvé une boîte cachée derrière des livres qu'elle n'avait jamais lus. À l'intérieur se trouvaient les relevés d'un compte bancaire dont j'ignorais l'existence. Au nom de Valérie, exclusivement. Des dépôts réguliers au cours des 3 dernières années. De petites sommes, 180 € par-ci, 280 € par-là. Cela représentait près de 37 000 € qu'elle avait siphonnés de nos comptes communs. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait aussi des reçus d'un motel bon marché à la périphérie de la ville. Des dizaines de reçus datant de plus de 2 ans. Toujours aux mêmes dates. Quand elle disait qu'elle allait au théâtre avec Nadine ou dîner avec Élise. Et il y avait des photos. Valérie avec un homme que j'ai reconnu après l'avoir fixé pendant plusieurs minutes. Damien. Ce maudit Damien, un mécanicien qui avait travaillé pour moi 5 ans auparavant. Je l'avais licencié pour avoir volé des outils. L'ironie était presque comique. Elle avait eu une liaison avec quelqu'un de mon propre passé, quelqu'un qu'il avait probablement cherché par vengeance autant que par amour. Et ensemble, ils avaient prévu de me tuer en utilisant des connaissances en mécanique que j'avais moi-même aidé à leur enseigner. J'ai gardé toutes les preuves, non pas parce que j'avais l'intention de les utiliser, mais simplement parce que confirmer que mon instinct avait vu juste m'a procuré une sombre satisfaction. Laurent m'a aidé à vendre la maison en un temps record. 1 mois après le départ de Valérie, j'ai conclu la vente au prix fort. J'ai acheté un appartement moderne près de chez Geneviève. 3 pièces, vue sur un parc, pas d'histoire, pas de fantômes. J'ai commencé à construire une nouvelle vie sur des bases différentes, non plus fondées sur une confiance aveugle, mais sur une prudence consciente. Les garages ont continué à fonctionner sans problème sous la direction des gérants. Je m'y rendais de temps en temps, plus par nostalgie que par nécessité. L'argent continuait à rentrer. Les investissements continuaient à croître. Financièrement, je n'avais jamais été aussi bien. Émotionnellement, c'était un territoire inconnu. Geneviève m'a présenté à son groupe d'amis, des gens de notre âge qui se réunissaient le samedi pour jouer aux cartes et raconter des histoires. Au début, je me sentais à l'écart, mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier ces après-midi simples, sans drame ni trahison. 6 mois après le divorce, j'étais au supermarché quand je l'ai vue. Valérie était dans le rayon des produits d'entretien, comparant les prix avec une attention obsessionnelle. Elle avait l'air hagard dans des vêtements bon marché, ses cheveux non teints laissant apparaître des racines grises qu'elle cachait autrefois religieusement. Elle avait des poches sous les yeux et des rides profondes dont je ne me souvenais pas. Vieillie non pas par les années, mais par les conséquences. Nos regards se sont croisés au-dessus d'une pile de lessive en promotion. J'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux, puis de la honte. Enfin, de la peur, comme si elle pensait que j'allais lui crier dessus ou l'exposer publiquement. Mais je n'ai ressenti que de l'indifférence.
Un vide absolu là où l'amour avait autrefois existé, puis la haine, et maintenant, simplement plus rien. J'ai fait un bref signe de tête, une salutation polie de deux inconnus qui avaient autrefois partagé quelque chose, et j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai ressenti aucune satisfaction vengeresse à la voir diminuer. Je n'ai pas non plus ressenti de pitié, juste la froide confirmation que j'avais pris les bonnes décisions. Elle était en vie mais détruite. J'étais blessé mais en pleine reconstruction. C'étaient nos peines respectives, et nous étions tous les deux en train de les purger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de la tristesse, mais à cause de la réflexion. Je me suis assis sur mon nouveau balcon, regardant les lumières de la ville, me demandant qui j'étais maintenant. Je n'étais plus l'homme naïf qui faisait confiance aveuglément. Je n'étais plus non plus le mari dévoué qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour sa famille. J'étais quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait regardé la mort dans les yeux et qui avait choisi de se battre avec les mêmes armes sales que celles qu'on avait utilisées contre lui. Est-ce que je regrettais la façon dont j'avais géré tout ça? Pas exactement. J'avais survécu. J'avais protégé mes biens et mon avenir. J'avais puni la trahison sans recourir à une violence réelle. Mais j'avais payé un prix que personne ne voyait. Une part de moi était morte cette nuit-là, quand j'avais lu ces messages. La part qui croyait en la bonté fondamentale des gens. La part qui faisait confiance sans vérifier. La part qui aimait sans rien retenir. Maintenant, je gardais tout le monde à une distance de sécurité. Quand je rencontrais de nouvelles personnes, il y avait toujours une voix dans ma tête qui calculait les angles, qui cherchait des motifs cachés, qui anticipait les trahisons. Geneviève l'avait remarqué. Il faudra que tu apprennes à refaire confiance un jour, me disait-elle. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir, ni d'en avoir envie. La confiance m'avait presque coûté la vie. Les cauchemars sont apparus des mois après que tout soit terminé. Je rêvais que j'étais dans une voiture qui descendait la route de montagne. J'appuyais sur le frein, mais rien ne se passait. La voiture accélérait vers une falaise. Je voyais le vide se rapprocher et, juste avant l'impact, je me réveillais, le cœur battant et les draps trempés. Certaines nuits, le rêve changeait. Valérie était dans la voiture avec moi, mais au lieu de sauter avant l'impact, elle restait là, souriante, alors que nous tombions ensemble. 1 an après le divorce, Laurent m'a contacté. Valérie a essayé de contester l'accord. Elle a engagé un avocat bon marché en arguant qu'elle avait signé sous la contrainte. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la panique, mais je l'ai contrôlé et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui ai montré l'enregistrement où elle accepte volontairement. Je lui ai montré qu'elle a signé sobrement, devant témoins. Son avocat a immédiatement retiré la plainte, mais je voulais que tu saches qu'elle a essayé. Je l'ai remerciée pour l'information et j'ai raccroché. Ainsi, elle se battait toujours, elle cherchait toujours des moyens de récupérer ce qu'elle avait perdu. Eh bien, qu'elle continue d'essayer. J'avais couvert tous les angles. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit. Je suis toujours célibataire par choix. J'ai eu des propositions, des femmes intéressantes de mon âge que Geneviève insiste pour me présenter, mais je trouve toujours des excuses, car la vérité, c'est que je ne veux pas prendre de risques à nouveau. Je ne veux plus être vulnérable. Je ne veux plus donner à quiconque le pouvoir de me détruire comme Valérie a failli le faire. J'ai gagné la bataille, mais j'ai perdu quelque chose en cours de route. Les victoires construites sur des fondations de cendres sont des victoires incomplètes. J'ai survécu, mais au prix de parties de moi-même que je ne récupérerai jamais. Il y a un proverbe que j'ai entendu un jour, quand tu te bats contre des monstres, prends garde de ne pas en devenir un toi-même. Je ne sais pas si je suis devenu un monstre, mais j'ai définitivement cessé d'être celui que j'étais avant. Et c'est peut-être ça, la véritable morale de l'histoire, parfois, pour survivre aux monstres, il faut adopter leur méthode.